aujourd'hui déserté, qu'est née une nouvelle science, le bioélectromagnétisme. Ce laboratoire, le laboratoire des champs électromagnétiques, a été créé en 1953 sous la direction du professeur Zinaida Gordon. Dans ses moments d'activité les plus intenses, il employait jusqu'à 40 ou 45 chercheurs. Il y avait des spécialistes de différents domaines, des médecins, des biologistes, des biophysiciens, des physiologistes, des chimistes et des ingénieurs. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 8. Et cela se répercute évidemment sur l'ampleur de nos résultats. Cela vient du fait qu'en Russie, le financement des recherches scientifiques a brutalement chuté ces dernières années. À notre avis, la première cible qui souffre de l'action des champs électromagnétiques, c'est le système nerveux central. Premier visé aussi, les vaisseaux sanguins du cerveau. Pour moi, c'est ce mécanisme qui déclenche toutes les perturbations dans l'organisme. Dans les laboratoires du monde entier, on appelle fantômes les mannequins spéciaux qui servent à mesurer les intensités des champs sur la peau et à l'intérieur du corps afin d'établir les normes. Ces dernières années, on s'est particulièrement préoccupé de l'effet des champs électromagnétiques sur le système immunitaire et sur les cellules du sang, notamment sur le développement d'effets nocifs à très long terme, c'est-à-dire la cancérogénèse, les leucémies et les tumeurs du cerveau. Sur ce fantôme, on mesure les niveaux des champs avec des appareils qui réagissent au relief du corps humain grâce à des guides d'ondes à fibre optique reliés à des ordinateurs. On mesure les niveaux sur la surface du corps non protégé, puis on habille le fantôme avec des combinaisons de protection que nous avons mises au point. On mesure alors les niveaux qui se créent sous ces vêtements spéciaux. Les recherches réalisées dans notre laboratoire ont montré clairement que ces costumes protègent non seulement des champs électriques de basse fréquence, mais aussi des hautes fréquences et des ondes radio. Les micro-ondes du téléphone portable sont relayées par des antennes relais ou stations de base qui sont des émetteurs semblables aux antennes radar que les Russes connaissent bien. Les limites d'exposition autorisées sont 20 fois plus faibles qu'en Occident et malgré cela, les responsables russes ne dorment pas tranquilles. En ce qui concerne les stations de base, nous avons mesuré plus de 100 stations à Moscou et dans les environs de Moscou. Les niveaux sont vraiment très bas, mais à mon avis, il y a un problème. Les stations sont désormais extrêmement proches des gens, surtout en ville. Alors, si on part du fait que l'organisme est sensible à ces fréquences, il essaie de les compenser. Et donc, il compense la fréquence venue de la station de base. Mais une heure plus tard, on subit une autre fréquence. Puis on descend dans le métro, et là, il y a encore d'autres fréquences. Donc on peut craindre qu'on se heurte un jour à un problème grave, quand l'organisme ne pourra plus compenser toutes les différentes fréquences et toutes les différentes modulations qui sont présentes partout. C'est un problème très sérieux.
À l'heure actuelle, il y a une course folle pour installer des antennes au-dessus des habitations ou même à proximité des écoles. En tant que député, on va déposer une proposition de loi pour obliger disons les producteurs comme France Télécom, Bouygues, etc., à donner l'information vis-à-vis des consommateurs et ensuite à faire en sorte à ce que quand on installe une antenne, il y ait le minimum une enquête publique qui se fasse pour que les gens soient au courant, qu'ils soient concernés et que ça ne soit pas seulement le syndic qui accepte les antennes moyennant de l'argent donné par les opérateurs Bouygues, France Télécom ou SFR. Un cerveau humain fonctionne avec un certain nombre d'émissions d'ondes, on le sait. Ce sont des ondes comme les ondes alpha, qui font aux environs de 12 Hz. Vous avez les ondes θ, vous avez les ondes delta. Et nous allons jouer avec des fréquences porteuses qui modulent des fréquences voisines ou des multiples ou des sous-multiples de ces fréquences aux environs du cerveau. Il ne faut pas dire qu'un cerveau ne va pas capter ces fréquences et ne va pas recevoir des signaux de ces fréquences. Et que ces signaux ne vont pas contrarier un certain nombre de signaux cellulaires. À Bordeaux et à Nîmes, dans les deux laboratoires français de bioélectromagnétisme, les expériences sont désormais axées sur les effets du téléphone portable, ce générateur d'ondes électromagnétiques que l'homme utilise pendant des heures à quelques centimètres de son cerveau. Jusqu'ici, toutes les recherches ont été financées par les constructeurs et les opérateurs. Les chercheurs qui ont trouvé des effets nocifs ont vu comme par hasard leur crédit disparaître. Depuis quelques mois, en Europe, des financements gouvernementaux prennent la relève. On espère, enfin, un peu plus de transparence. Au vu de toutes les études réalisées sur le cancer, il n'y a à mon avis aucun risque de cancer dû à l'exposition au champ électromagnétique des radiotéléphones. Pour l'instant, on a trouvé quelques effets biologiques, mais aucun qui ne puisse être extrapolé à l'homme pour signifier des effets délétères sur la santé. Il faudra attendre l'issue des études en cours pour pouvoir avoir un avis mieux informé dans quelques années. Pour les chercheurs russes que nous avons rencontrés, la grande erreur des laboratoires occidentaux, c'est d'imaginer qu'il faut de très fortes puissances pour affecter notre santé, une puissance capable de cuire nos cellules, ce qu'on appelle un effet thermique. Un effet thermique est un effet qui est causé par un échauffement, l'échauffement étant produit par l'absorption des micro-ondes. Dans le cas de la téléphonie mobile, il n'y a pas d'échauffement. Donc, si un effet existe, il est ce que l'on appelle non thermique. Dans la mesure où les effets non thermiques ne sont pas connus, on ne peut pas définir de seuil, ni en intensité, ni en durée, qui entraînerait des effets nocifs pour la santé d'origine non thermique. J'attends encore vraiment que quelqu'un démontre un effet non thermique d'une manière propre et montre éventuellement, si c'est le cas, que des effets délétères sont à attendre à partir de là. Aujourd'hui, il n'existe pas de tels effets. Alors, oui ou non, faut-il avoir peur des ondes ? Les plus grands spécialistes avaient rendez-vous à Munich, au Congrès international de bioélectromagnétisme, pour apporter les réponses les plus pointues. Plus que jamais, le sujet est brûlant et les avis sont contradictoires. Mais c'est certain, il se passe quelque chose. Les ondes électromagnétiques semblent agir comme des signaux qui seraient captés par nos cellules. Ceci est un procédé pour enregistrer les champs électromagnétiques dans l'environnement. On peut l'utiliser absolument partout. Dans les studios de radio, les trains, les avions, partout. Et c'est le seul matériel que j'utilise. Le diagramme du haut, c'est le champ magnétique terrestre. Celui du bas, c'est le champ créé par le courant électrique. Et ce chiffre, c'est la fréquence des signaux que j'ai captés. The biggest controversy is La plus grande controverse est de savoir s'il y a un échauffement pendant l'exposition qui serait la cause des effets. Ou si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'échauffement et qui se passerait à des énergies très basses.
En fait, vers 1976-1977, j'ai commencé à m'engager dans des recherches qui montraient que l'échauffement ne pouvait pas être responsable des effets qu'on observait. D'autres gens ont fait des expériences similaires et nous sommes maintenant un groupe. Nous avons publié des résultats qui n'ont rien à voir avec l'échauffement. Le problème majeur, c'est que les ingénieurs et les physiciens ne savent pas comment l'expliquer. Et souvent, quand ils ne peuvent pas expliquer, ils disent que ça ne peut pas exister. De toute évidence, les cellules et les tissus réagissent à ces champs comme à un stress. Et nous avons calculé la quantité d'énergie requise pour induire la réaction de stress par un champ magnétique de basse fréquence. Et cette réaction exigeait 14 fois moins d'énergie que pour induire un effet thermique de base. Et donc nous nous sommes rendus compte que les normes de sécurité pour le téléphone portable, qui sont basées uniquement sur les effets thermiques, étaient vraiment des normes inappropriées et ne prenaient pas du tout en compte la biologie. Nous avons fait des études sur les conifères. Ce sont des plantes munies d'aiguilles qui peuvent éventuellement agir comme des résonateurs pour certaines fréquences. Ces aiguilles agissent alors comme des antennes. Nous avons vu que ces plantes poussent plus vite quand elles sont exposées à des rayonnements. Nous avons vu que sous ces irradiations, une grande partie des plantes meurent. Et cela pourrait constituer une indication sur le fait que ces champs provoquent des dégâts et des lésions telles que ces plantes finissent par en mourir. Je pense qu'on peut exclure un effet thermique. Nous avons pu, avec une quasi-certitude, exclure que l'effet soit dû à un échauffement du sol. Donc, ce sont probablement des effets non thermiques, mais il nous manque actuellement beaucoup de bases pour comprendre ce phénomène. Tout le monde a entendu parler du risque du cancer du sang et d'autres types de cancers. Des études affirment que le signal du calcium dans la cellule est perturbé. Nous avons donc procédé à de nombreuses recherches sans obtenir de résultats. Ce qui est frustrant, c'est de se dire que nous avons fait des recherches très approfondies, très intensives et laborieuses, pour dire en fin de compte que nous n'avons rien trouvé. Les questions se posent sans cesse. Comment mesurer l'exposition aux champs? Est-ce l'intensité des champs? Est-ce la fréquence? Est-ce la forme de l'onde, etc. Quand nous observons les effets, nous voyons des choses très étranges. Nous voyons que certaines fréquences ont des effets, d'autres n'en ont pas. Nous constatons que lorsqu'un système cellulaire est exposé, ce système commence par réagir et au bout d'un moment, il cesse de réagir. Donc, il y a ce qu'on appelle des fenêtres de fréquence, des fenêtres de temps, des valeurs très très faibles des champs dont on ne penserait pas normalement qu'elles puissent avoir un effet, ont cependant un effet. À Munich, il y a clairement deux camps. Ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, ceux qui trouvent des effets et ceux qui n'en trouvent pas. C'est le casse-tête du siècle. Nous avons une étude où nous montrons que deux cultures cellulaires de même nature ont cependant des propriétés remarquablement différentes. L'une réagit et l'autre pas. Ce n'est pas inhabituel de trouver ça. Bien sûr, les gens qui veulent faire durer la controverse vont dire « celui-ci a trouvé ça et celui-là ne l'a pas trouvé ». Et c'est vrai. Mais l'important, c'est que quelqu'un ait trouvé quelque chose et observé un effet. C'est ça qui compte avant tout. Nous avons trouvé que des endroits différents dans notre laboratoire produisaient des résultats différents. Si on mettait un incubateur dans une partie du laboratoire, on obtenait un effet, et si on était dans une autre partie, on n'avait plus d'effet. Et il n'y avait pas de raison évidente pour cette différence, jusqu'à ce qu'on mesure le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre, c'est ce qui fait que l'aiguille de la boussole pointe vers le nord, et aussi vers le bas, dans l'hémisphère nord. Nous l'avons donc mesuré, et nous avons trouvé qu'il était différent dans les deux incubateurs.
Et quand nous l'avons ajusté localement avec des bobines électriques, pour le rendre semblable à l'autre incubateur, on a obtenu l'effet. La grande nouveauté de ce congrès, c'est le nombre important de chercheurs venus présenter des résultats dans le domaine de la médecine électromagnétique. Là encore, des phénomènes ont lieu à de très faibles puissances selon des mécanismes mystérieux. Il y a des ondes qui tuent et des ondes qui soignent. En Chine, nous utilisons le champ magnétique pour traiter certaines maladies comme par exemple la migraine ou pour améliorer la microcirculation sanguine. C'est quelque chose que nous faisons depuis très longtemps, on peut dire depuis un millénaire. Cela montre que ce type de traitement est véritablement efficace. Nous sentons qu'il y a un potentiel immense qui peut affecter le fonctionnement des êtres vivants. On a constaté que sur l'homme, cela pouvait être utile. Dans certains cas, ça peut agir sur les os, dans d'autres cas, sur le cerveau, sur le système immunitaire, etc. Alors, quand j'ai démarré les recherches sur la guérison des os qui ne se guérit pas, on s'est lancé sur le fait que l'os réponde au signal mécanique. Alors, on se demandait si on reproduisait ça électriquement, si on pouvait forcer l'os de se guérir. Et on a développé un appareil, quelques appareils, avec les bobines qui se mettent autour de la fracture à l'extérieur, que le patient pouvait amener chez lui, se traiter tous les jours. Et